Tout d'abord, nous allons voir ensemble l'étymologie du mot conscience. Le mot français conscience vient du latin conscientia, formé sur le radical scire qui veut dire savoir, lequel est précédé du préfixe cum qui veut dire avec. Le mot latin conscientia comporte donc une double connotation. Soit un savoir achevé, parfait parce qu'on se l'est approprié, soit un savoir partagé avec soi-même ou avec les autres. Il y a alors une idée de connivence. Voyons maintenant la définition du mot conscience. La conscience est la connaissance que l'être humain a de lui-même, ainsi que du monde, des êtres et des objets qui l'entourent. On voit tout de suite que le mot recouvre un grand nombre de situations et de phénomènes et qu'il peut avoir des significations très différentes. On peut distinguer deux niveaux de conscience. D'une part, la conscience spontanée ou immédiate, c'est-à-dire le simple fait d'être réveillé, par opposition au sommeil, et d'autre part, la conscience réfléchie, c'est-à-dire le fait de rassembler ses esprits, comme on dit, comme par exemple le fait de se remémorer le passé afin de réfléchir à la situation présente. La conscience réfléchie peut elle-même avoir pour objet soit le monde extérieur, soit le monde intérieur, ce qui se passe en nous-mêmes. Et enfin, ce monde intérieur peut désigner toutes sortes de choses, des sensations aux pensées, en passant par les sentiments, notamment les sentiments moraux. D'où l'idée que la notion de conscience peut avoir un sens soit intellectuel, conscience d'objet, soit psychologique, conscience de soi, soit enfin morale, conscience de nos devoirs. La notion de conscience est une notion fondamentale de la réflexion philosophique. En un sens, on peut dire que cette notion résume à elle seule le projet philosophique dans son ensemble, et ce, dès ses origines historiques. J'en prendrai pour exemple et pour preuve le célèbre adage qui résume le projet philosophique de Socrate: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». En se connaissant lui-même au moyen de la réflexion, l'homme peut et doit du même coup comprendre quelle est sa place dans l'univers et quels sont ses devoirs. Je retiendrai ici 3 questions qui seront formulées comme des sujets de dissertation philosophique classique. Suis-je dans mon corps comme un pilote en son navire? Ce sujet traite de la question des rapports entre l'esprit et le corps. Ensuite, qu'est-ce qui fonde l'identité du moi? Ce sujet traite la question de l'identité du moi ou bien du soi. Et enfin, puis-je savoir qui je suis? Ce sujet traite la question de la connaissance de soi et il nous amènera à examiner l'hypothèse de l'inconscient. Voyons tout d'abord le sujet 1. Suis-je dans mon corps comme un pilote en son navire? C'est le problème de la séparation de l'âme et du corps. On trouve pour la première fois chez le philosophe français René Descartes l'idée que l'esprit humain possède la faculté de connaître par lui-même ce qui se passe en lui. Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous en avons conscience, ou bien que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes, écrit ainsi Descartes dans les Principes de la philosophie en 1644. En outre, Descartes affirme que grâce à cette aptitude réflexive de notre esprit, celui-ci est plus aisé à connaître que le corps. Méditation métaphysique, 1641, c'est le titre de la deuxième méditation. L'esprit se connaît immédiatement lui-même par lui-même, au moyen de la seule réflexion, sans le secours ou la médiation d'aucune autre faculté humaine, tandis que la matière, que ce soit celle de notre propre corps ou bien celle des objets extérieurs, ne peut être connue que par l'intermédiaire de l'esprit. Autrement dit, l'esprit humain existerait et se connaîtrait lui-même d'une façon absolument indépendante du corps. Or, cette idée de séparation de l'esprit ou de l'âme et du corps pose un redoutable problème philosophique. Descartes s'en est avisé dans sa 6e méditation métaphysique. Il affirme en effet que l'esprit et le corps, s'ils constituent bien 2 réalités distinctes, n'en sont pas moins unis en chaque être humain, et que chacun de nous fait l'expérience dans sa vie quotidienne de cette union de l'âme et du corps. Je cite, « La nature m'enseigne que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. » Méditation métaphysique, 1641, méditation numéro 6. Il y a là une contradiction qui sera exploitée par les successeurs de Descartes au point de les amener à contester l'idée que l'esprit, et plus précisément la pensée consciente ou la perception, serait absolument séparé des perceptions corporelles, c'est notamment le cas de Leibniz. Voyons à présent le sujet 2. Qu'est-ce qui fonde l'identité du moi? C'est le problème donc de l'identité du moi ou bien du soi.
le philosophe anglais John Locke s'est inspiré de Descartes afin d'élaborer une idée philosophique essentielle, à savoir que la conscience, et plus précisément la conscience de soi, ou self-consciousness, est ce qui fonde à la fois l'identité psychologique et la responsabilité morale individuelle de chaque être humain. Je cite, « C'est la conscience qui fait l'identité personnelle ». C'est ce qu'on peut lire dans les Essais sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 27, au paragraphe 10. Comprenons que pour Locke, l'identité individuelle ne se fonde ni sur le corps, ni sur l'esprit en général, mais sur cette faculté spécifique de notre esprit qui consiste à rassembler toutes les expériences vécues, passées et présentes, pour constituer leur unité dans le temps et les rendre présentes à un soi, un self. John Locke pense ainsi pouvoir résoudre la question de savoir si l'on peut réellement parler de l'identité de la personne humaine, sachant que nos pensées et notre corps, ainsi que les expériences que nous vivons, ne cessent de changer au cours de notre vie. La conscience n'est pas pour Locke une substance, un être ayant une consistance propre, fût-elle matérielle ou immatérielle, peu importe, dit-il, mais c'est une faculté de notre esprit, à savoir un opérateur d'unification de nos pensées, de nos perceptions et de nos expériences. Enfin, voyons le sujet 3, puis-je savoir qui je suis? C'est le problème de la connaissance de soi et de l'hypothèse de l'inconscient. Si la connaissance de soi constitue en un sens le projet philosophique fondamental, l'hypothèse de l'existence de l'inconscient, avancée par la psychanalyse du docteur Freud au début du XXe siècle, constitue en soi un redoutable défi pour les philosophes. Notons que l'inconscient ne se confond pas avec les pensées non conscientes. On n'a pas attendu la psychanalyse pour découvrir que toutes les activités de l'homme ne sont pas conscientes. Il nous arrive, par exemple, quotidiennement, de faire des choses sans y penser, machinalement, comme on dit. Et chacun sait que le sommeil nocturne est habituellement le domaine des rêves, dont la signification échappe à la conscience diurne. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce que dit Freud, c'est que certaines activités de notre esprit sont interdites d'accès à la conscience, elles sont comme censurées ou refoulées parce que traumatisantes ou honteuses. Ainsi, les pensées présentes dans notre inconscient sont inaccessibles à la conscience, ce qui rend leur connaissance à première vue difficile, sinon impossible. Pourtant, le but de la psychanalyse est justement de tenter de nous faire découvrir ce domaine de l'inconscient, enfoui dans les profondeurs du psychisme humain, et ce notamment par la voie de l'interprétation. L'interprétation des rêves est le titre du premier ouvrage qui a fait connaître la méthode freudienne en 1900. Dès lors, la psychanalyse remet en cause la souveraineté du moi conscient, c'est-à-dire non seulement la possibilité de se connaître entièrement soi-même, mais aussi la maîtrise et la responsabilité de soi, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison, écrivait Freud dans L'inquiétante étrangeté, ouvrage paru en 1919. Concluons, la conscience et la question du sujet, comme nous l'avons vu, sont des questions philosophiques qui portent toutes sur une même interrogation. Qu'est-ce qu'être soi-même? Ou bien, qu'est-ce qu'être un humain? Les philosophes ont pris l'habitude d'appeler sujet l'être humain en tant que doté de conscience, c'est-à-dire doté à la fois d'une capacité de connaissance de soi et d'une responsabilité morale. Mais s'il s'avérait que la conscience soit une notion discutable ou contestable, alors ce serait à la fois la possibilité de se connaître soi-même et la responsabilité de nos actions qui seraient remises en question. Tels sont les enjeux encore très actuels de la réflexion philosophique sur la conscience.